Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche 16 mars 2024 à l'occasion de ce nouveau numéro du jury du dimanche qui va recevoir Monsieur Nadirou Sall, qui est le président du CNCR, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Il est également président de la Fédération des ONG Sénégal, Action Paysanne. Il porte également cette casquette de secrétaire général du réseau des organisations paysannes et des producteurs d'Afrique de l'Ouest. En même temps, il est chef de village dans son village de Donaï, dans le Fouta. Merci beaucoup, M. Sall, d'avoir accepté l'invitation. Merci, mais merci à vous de m'avoir invité à cette émission importante qu'on voudrait effectivement venir à un moment important dans notre vie, dans notre mouvement. D'accord. CNCR, il y a coopération, il y a concertation. Qu'est-ce que vous mettez dans ces deux mots-là? Mais coopération, c'est aller ensemble. Concerter, c'est de décider ensemble. C'est des notions qui reflètent ce qu'on appelle la famille. C'est ça qu'il faut retenir le plus important. Qu'on est dans une famille ensemble. Nous sommes des hommes et des femmes qui exercent des métiers agro-silvopastoralistiques. En premier lieu, dans notre propre responsabilité, c'est de se connaître qu'on est dans une même famille et pouvoir se concerter dans notre propre famille, mais au-delà de la concertation, pouvoir coopérer, aller ensemble dans notre propre famille. D'accord. Voilà. Il paraît que vous êtes en bout de mandat à la tête du CNCR. Oui, le CNCR est constitué sur des mandatures. Au CNCR, on est lié par une forme d'organisation. Je suis le 5e président du CNCR. Celui qui est élu président du CNCR, il est en même temps à la sortie. C'est un processus qui a été acquis, gagné, et je suis au bout de ce mandat. Ça dépendra de la décision du Congrès qui viendra, mais je suis au bout de mon mandat au niveau du CNCR. C'est simplement parce que nous l'avons voulu comme ça, en termes de la question de redevabilité, la question de renouvellement, question de certification. C'est des fondamentaux qui ont été effectivement créés et fondés dans cette maison. Et c'est ça, cet ancrage que nous voudrons préserver dans ce mouvement. D'accord. Vous êtes élu, il y a de la démocratie dans votre organisation. Oui, on est élu au CNCR, mais voilà, le consensus, en premier lieu, pour l'histoire du mouvement de 93 jours jusqu'à nos jours, tous les présidents ont été acceptés consensuellement. Voilà, on est président du CNCR parce qu'on a la confiance des administrateurs du CNCR. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On a créé les conditions et on travaille sur des éléments qui nous permettent d'être un mouvement qui a moins de difficultés de se faire remplacer. Aujourd'hui, au niveau du CNCR, des gens comme moi, il y en a des centaines qui peuvent être présidents du CNCR. C'est pas ça, sur ça qu'on souffre. Donc il y a la relève. Particulièrement, elle existe et elle est même... on essaie de créer les conditions de cette relève. On a des espaces de dialogue pour les jeunes, des espaces de dialogue pour les femmes, des formations de nos leaders. Tout ça concourt à aider pour qu'on ne soit pas dépendant d'une personne, du tout. Et qu'on assure la durabilité de notre mouvement. D'accord. Et quel est le principal message du CNCR? Parce que vous êtes dans un domaine technique, souvent vous nous parlez de coopération, de concertation, mais on ne sait pas exactement à quoi cela retourne. Quel est le message fondamental du CNCR? À l'heure actuelle, le message fort du CNCR, en premier lieu, c'est qu'il, pour défendre le message du CNCR, il faut savoir on est qui. On est des femmes et des hommes issus des exploitations familiales sénégalaises qui exercent des métiers dans l'agriculture végétale, l'élevage, la forêt, la sylviculture, qui vivent effectivement de ces métiers. On est donc
une émanation de l'agriculture familiale sénégalaise qui existe et qui nourrit le Sénégal actuellement. Le message fort qu'on a, c'est en quoi et sur quoi on devrait transformer cette agriculture pour qu'elle puisse bien nous nourrir le Sénégal et créer des revenus. D'accord, très bien. Le CNCR existe depuis 1993. Ça fait plus de 30 ans. En tant que président, pour être le président d'une telle organisation, quelles doivent être ses qualités? Bon, en qualité, au CNCR, la première chose, c'est que nous avons nos propres observations, je pense. Si je le ramène à moi-même, être président du CNCR, c'est d'avoir la crédibilité de ce que tu fais. C'est-à-dire lier, être un homme de métier en premier, pouvoir démontrer que ce que tu es en train de dire, tu l'exerces. Ça ne suffit pas. D'autres éléments, effectivement, c'est que la CNCR est une organisation mouvement paysan socialement fondé, apolitiquement. Au CNCR, par exemple, il va être difficile que tu sois un dirigeant de parti politique et être président du CNCR. Ça m'étonnerait que ça puisse arriver. Pour simple raison, on veut séparer les fonctions. Il y a autant d'autres qualités, mais tout ça, je le résume sur l'observation des femmes et des hommes et qui se finalise par une confiance. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous préserve. Nous n'avons pas été trahis dans notre confiance par les différents présidents qui sont passés. D'accord, très bien. Et le métier que vous faites, président ou la fonction que vous occupez, président du CNCR, est-elle une fonction, cette fonction est-elle bénévole ou est-elle grassement payée? Le président du CNCR est un bénévole. Parce que ça, il faut, pour le comprendre, on n'est pas président du CNCR comme ça. On est issu d'un village, d'un groupement où on a apporté sa contribution dans son propre village. On est dans une union de sa localité, on est dans une fédération. On arrive au CNCR par le biais de sa fédération. Nous avons mis un système qui permet des mandatures aux politiques et nous avons mis des équipes techniques qui agissent et qui sont payées comme des salariés à qui nous, je m'excuse du terme, on achète leurs compétences qui exercent pour nous la mise en œuvre de nos activités et de notre vision. D'accord. Vous avez créé beaucoup d'emplois au sein du CNCR? Non, c'est-à-dire si l'emploi en termes de salariés, non, on ne pourrait même pas, on ne peut pas, on n'est pas en état, on a des équipes très légères, mais qui sont là et qui se basent sur des dispositifs d'animateurs, de groupements, de fédérations chez nous, effectivement, qui nous permettent d'agir ensemble. C'est combien de personnes? Globalement, une vingtaine partout. Voilà, quand on parle purement de salariés avec... globalement, une vingtaine. D'accord, très bien. Je disais donc que vous avez 32 ans. Aujourd'hui, si on voulait faire une sorte de bilan, la question serait la suivante. Quels ont été vos plus grandes victoires, vos plus grands succès, vos plus grandes conquêtes? Bon, il y en a beaucoup, mais je vais en parler 2 à 3. La plus grande conquête que j'ai vécu dans mon histoire de ce mouvement paysan sénégalais, c'est la question identitaire. Être paysan dans les années 60 passées, c'est celui qui n'a pas réussi qui devrait l'être. On a été fondé dans nos fédérations et dans nos groupements pour prouver le contraire. Et ça va se matérialiser en 1997 lorsqu'on a été reçu pour la première fois avec le président de la République en tant qu'acteur des gens qui agissent sur des activités agro-silvopastorales de ce pays. Moi, c'est un moment fort de la fondation de ce mouvement paysan. Le deuxième, effectivement, qu'on en a eu, qui me semble être déterminant lorsqu'on nous a reconnus en tant qu'acteurs importants, c'est l'implication que nous avons eue des politiques agricoles sénégalaises et la rétrocession des fonds publics sénégalais pour agir sur nos activités. Je pense que c'est une étape capitale. Le troisième point, qui est d'ailleurs l'enjeu actuel, c'est de travailler à asseoir des règles qui vont naître effectivement la loi agro-silvopastorale. C'est des moments qui me semblent importants dans le combat du CNCR. Il y en a autant. C'est une vie, c'est 32 ans, c'est une vie, on peut en écrire des livres. D'accord. Est-ce que le CNCR a beaucoup d'argent? Non.
Le CNCR n'a pas beaucoup d'argent, ce n'est pas sa vocation d'ailleurs, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais de créer les conditions pour qu'on transforme l'agriculture, les activités agro-pastorales de ses membres pour qu'on puisse... Nous avons nos cotisations de membres de fédération. Et au-delà de ça, des petits apports, et en dehors de ça, nous négocions des programmes d'appui qui viennent en appui à nos activités. On n'a pas un programme de la sommation des fédérations et des membres du CNCR, mais un programme qui peut appuyer les membres du CNCR sur leur propre initiative. Parce qu'on est fédéré au CNCR avec l'autonomie. Et comment vous faites pour organiser vos événementiels, comme la FIARA ou d'autres activités? Bon, si c'est le cas de la FIARA, c'est qu'on a mis un comité d'organisation sur place qui a combiné le CNCR et un privé dans l'histoire de cette institution qui essaye de travailler les moyens pour concourir effectivement à faire cet événement. C'est comme ça que nous l'avons fait toutes les années passées et c'est comme ça qu'on continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Pour tout ce qui est nos structures, nous essayons de trouver soit par le biais de nos fédérations, de nos membres, soit par des appuis, des fois, des partenaires de développement, soit par l'État sénégalais. Et on combine l'ensemble de ces stratégies qui nous permet effectivement de se maintenir en tant que mouvement social. D'accord. Pour la FIARA, pourquoi M. Pape Abdou Fall, par exemple, pour ne pas personnaliser, est toujours au devant de la scène? Bon, Pape Abdou Fall, c'est un des acteurs importants. C'est un privé qui cherchait à organiser son propre événement, qui a combiné avec le CNCR pour arriver à la FIARA. Et il a montré son expertise et sa technicité dans cette affaire. C'est pourquoi il est au devant. Au CNCR, moi je suis le président, je ne suis pas le devant. J'ai une équipe technique qui met en œuvre toutes les activités du CNCR. Je passe pour diriger les conseils d'administration du CNCR et je retourne dans mes métiers. C'est comme ça qu'on a construit les choses. Ouais. Et quand il réussit ces salons-là ou ces foires-là, parce qu'on a vu à la dernière fois, Monsieur le Président de la République était passé, le Premier ministre était passé. Est-ce que s'il a ces genres de réussite-là, vous ne le jalousez pas ou bien vous le félicitez? Non, on ne considère pas même que c'est sa réussite, c'est la réussite du CNCR. Ah, d'accord. Globalement, Pape fait partie du CNCR quand même. On ne peut pas avoir une jalousie à Pape. Il fait tout pour arriver effectivement. C'est quoi la FIARA? La FIARA qui est visité par le président de la République est important et capital. Mais ce qui est important dans le combat de la FIARA, c'est de travailler sur ce qu'on est en train de faire maintenant, ce qu'on est en train de dire, pour montrer aux Sénégalais que la souveraineté alimentaire, ce n'est pas un mauvais. C'est de produire chez nous et de consommer chez nous. La FIARA, c'est de faire la promotion de l'ensemble de nos productions agro-silvopastorales halieutiques. C'est ça la FIARA. D'accord, voilà. Vous avez parlé de souveraineté. Il y a beaucoup de mots à la mode actuellement, souveraineté. On parlait avant d'autosuffisance et on parle toujours de sécurité également alimentaire. De ces trois vocables-là ou de ces trois mots, lequel vous semble le plus pertinent aujourd'hui? Est-ce que à la fin, ces mots ne sont pas que des slogans ici au Sénégal? Bon, ce qu'il y a à retenir, le CNCR est né pour la transformation d'une agriculture basée sur l'agriculture familiale sénégalaise pour atteindre la souveraineté alimentaire de notre pays. Et le CNCR l'a dit en 1996. On est très fiers d'avoir aujourd'hui un État qui dit ma vision, ma finalité était d'arriver à la souveraineté. C'est en 1996 que nous l'avons dit. Mais il n'y a pas de souveraineté alimentaire encore non. Dans aucune filière. Par exemple, l'oignon, la pomme de terre, il n'y a pas de souveraineté. Ça dépend. Moi, je dirais le cas de l'oignon, on a presque la souveraineté, mais très mal réparti, mal espacé, tout arrive en même temps, ce qui fait que ce n'est pas bien distribué dans les 12 mois. Mais si c'était bien fait en termes de conservation, transformation, je dirais oui, le Sénégal peut ne pas pouvoir continuer à importer de l'oignon. Et pour le riz, c'est raté ça. Bon, l'autosuffisance qu'on avait dit, oui, en 2017, oui, on n'est pas arrivé à ça, mais il faut reconnaître en même temps des avancées qui ont eu en termes de transformation, de semences, de production, qui ont eu en même temps d'autres effets, la consommation du riz sénégalais qui est acceptée maintenant par tous les citoyens, tout le monde le cherche. Oui, Monsieur le Président, donc sécurité alimentaire, autosuffisance, souveraineté,
ça veut dire la même chose. Ça peut ne pas dire la même chose, comme je l'explique. Le CNCR s'est affiché sur la souveraineté alimentaire en 1996. Pour simple raison, nous avons pensé que produire et produire assez et avoir des circuits de commercialisation les plus appropriés et les plus proches semble être quelque chose qui devrait aider un pays très rapidement à assurer sa souveraineté. Si on se base sur les politiques agricoles des autres continents, je prendrai l'Union européenne, la première question c'est de dire, écoutez, créons les conditions pour avoir une nourriture suffisante et ne pas en chercher ailleurs. La deuxième c'est de dire, quelle que soit la production que nous aurons, il faut qu'on la consomme. C'est ça qui va nous aider à être indépendants, à être autonomes. Bon, c'est sur ces notions que nous avons été bâtis. Et en 1996, on est rentré dans un mouvement social au niveau mondial où nous sommes parvenus effectivement parler de la souveraineté alimentaire sénégalaise, mais on n'était pas compris par plusieurs raisons. Première raison, les gens semblaient croire que c'est une idéologie. Il n'y avait rien de qui. C'est quoi? Il faut simplifier les choses. Produisons au Sénégal, consommons ce qu'on produit au Sénégal. C'est simple si on a envie de comprendre. D'accord, très bien. Je rappelle que nous recevons M. Nadjirou Sall, le président du CNCR. Tout à l'heure, vous l'avez brossé, il ne faut pas dépendre des autres. On a vu aussi, ici un ancien chef d'État sénégalais aller jusqu'en Russie, Moscou, etc., faire la diplomatie du grain. Beaucoup de monde s'en était offusqué parce que il est le président d'un pays où il y a beaucoup de jeunes, etc., qui ne sont pas employés, qui pourraient aller dans les champs, il n'y a pas d'investissement et nous, on va aller demander qu'on libère le blé pour qu'ils parviennent ici. À l'époque, quelle était votre réaction face à cette visite de l'ancien président? Bon, je tiens à préciser d'abord qu'il était parti, c'est plus compliqué que ça, il était parti au nom de l'ensemble des pays africains. C'est encore plus grave. Ça, c'est en tant que président de l'unité africaine. C'est l'Afrique qui était partie. Voilà, c'est l'Afrique, c'est l'image de l'Afrique. Ouais. Ça, c'est un premier niveau qu'il faut voir. Et ce n'est pas la première fois qu'on a ces signaux pour montrer le déficit qui existe en Afrique, si je peux le dire. Les émeutes de fin en 2008 sur la production, qui ont amené d'ailleurs à accélérer tout ce qu'on est en train de dire en Afrique sur la souveraineté alimentaire, est parti de là. Il y a eu une rareté de l'importation du riz, ça a créé des problèmes, comme que c'est les urbains ou bien les villes qui dictent leurs lois. Tout président est frileux de dire que je me réveille à Dakar sans riz, sans pain. Ça, c'est autre. La question qui est derrière ça, c'est de s'interroger sur nos politiques agricoles, en quoi elles devraient être efficaces pour résorber ces déficits. D'accord, très bien. Nous allons y revenir tout de suite. Mais est-ce que la guerre en Ukraine a eu des conséquences sur les prix ici au Sénégal? Bon, difficilement, je peux... Ce que j'ai eu comme signal, c'est de voir un président de l'unité africaine, en même temps sénégalais, qui est parti parler de ces choses. Bon, maintenant, quels ont été les effets sur le prix? J'ai peu mal suivi les choses, mais je sais qu'on était fortement dépendant, ça ne peut pas ne pas avoir lieu. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va parler de la loi d'orientation agro-silvopastorale qui a été prise ou votée depuis 2004, ça fait 20 ans. 20 ans d'ailleurs, ça devait être sa durée de vie. Alors, vous avez un nouveau ministre de l'Agriculture que vous avez rencontré à sa demande, il vous a reçu. Et quand il vous a reçu, il vous a demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Vous lui avez répondu, vous avez rétorqué qu'il faut appliquer la loi. Il a rebondi disant que, mais quelle loi? Cela suggère que, donc, même étant ministre, nouveau ministre, il n'avait pas pris connaissance de cette loi. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant? Bon, je pense pas. Ce qu'il faut dire, c'est que le ministre m'a convoqué sur un sujet très précis. C'est sur la transparence de la subvention des intrants.
C'était le sujet des débats. En demandant qu'est-ce qu'on lui peut lui proposer comme suggestion pour aller le plus possible, le maximum le plus possible à une subvention totale pour que celui qui doit en bénéficier le reçoit. Dans notre concertation, j'ai rappelé la question de la loi. Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas la loi, mais j'ai rappelé des difficultés de mise en œuvre de cette loi. C'est sur ça qu'il s'est arrêté en me disant bon. Il a élargi la réunion automatiquement à ses collaborateurs pour qu'on puisse prendre des décisions très rapidement. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un bon ministre? Parce qu'on a vu M. Mabouba Diagne, c'est de lui dont il s'agit. Il parle haut et fort. Sûrement c'est de la conviction ou de l'enthousiasme. Mais est-ce que ces actes, les actes qu'il a eu à poser, sont aussi forts que sa parole? Bon, je vais répondre à la question en disant l'appréciation bon ou pas, je ne peux pas y répondre. Ça, c'est celui qui est parti dans le secret le chercher pour le nommer qui doit avoir cette appréciation. Par contre, je peux dire les faits, comment on a vécu avec lui. La première chose qu'on fait avec lui, qu'on gagne avec lui, c'est sur l'accessibilité. Il est accessible, il discute avec tout le monde, il essaye de prendre les idées des gens. Moi, je sors d'une audience avec lui, ça fait moins de 2 jours. Il a pris un point focal qui devrait travailler avec nous sur un certain nombre de sujets, sur le projet de ce qu'on a appelé les CAC. Ça, c'est un élément. Mais par contre, effectivement, il faut reconnaître ce qui est dit encore n'est pas tout appliqué. Je suis totalement d'accord avec lui. Voilà. C'est la notion de la création de ces CAC. Il nous a remis officiellement le document de la stratégie nationale avant-hier. Nous allons l'étudier et lui ramener, effectivement, lui renvoyer nos réflexions. Il nous a mis en contact avec un point focal. Nous allons essayer de faire une feuille de route avec ce point focal pour essayer de lier ce qu'on sait faire, ce qu'on faisait, par rapport à ce qu'ils veulent. Très bien. On en vient à la loi d'orientation agro-silvopastorale. Est-ce que d'ailleurs la loi a été assez bien vulgarisée? Est-ce qu'elle est connue ça a été fait au départ de la loi. Il faut reconnaître qu'elle a été vulgarisée, elle a été partagée, elle a été traduite en langue nationale. Mais j'ai eu la chance d'aller dans ce qu'on a appelé les consultations régionales. Je n'ai pas fait les 14 régions du Sénégal, mais j'en ai fait 8. Tu vois effectivement le déficit important d'appropriation de cette loi, que ce soit des hommes de métier que nous sommes, que ce soit les fonctionnaires de l'État sénégalais. Il y a quand même un problème d'appropriation et ces consultations ont beaucoup aidé dans ce sens pour faire connaître cette loi. D'accord, très bien. On a parcouru la loi qui compte 19 chapitres et 82 articles. Un document très bien écrit. Mais c'est son application qui pose problème. Est-ce qu'on peut faire mieux comme loi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir une meilleure loi que la loi d'orientation agro-silvopastorale existante? J'aurais 2 réponses. La première réponse, qu'on a toujours dit, même si on n'avait pas changé un article de cette loi, si ça s'appliquait, c'est déjà bon. Parce que loi, ce qui est intéressant dans une loi, c'est l'application. C'est des hommes qui réfléchissent sur une loi. On l'applique, on voit. S'il y a des déficits, on corrige. Ça, c'est un premier élément. Mais par contre, il faut reconnaître quand même 20 ans après l'évolution de la loi, il y aura naturellement des choses importantes qu'on peut ajouter à cette loi. Ça peut être trait à l'évolution de l'environnement, les questions climatiques, ça a trait à la question de l'activité, par exemple, de la pêche, qui n'était pas symboliquement reconnue, effectivement, sur le titre de la loi. Ça a trait à repréciser des choses. Donc, la révision de la loi, il y a des choses qu'on peut apporter comme évolution. Donc, révision, c'est pas abroger, c'est ajouter. Vous allez. On est dans le sens de réviser, d'améliorer, de préciser, d'apporter de nouveautés, de tenir compte de l'évolution de l'environnement. C'est tous ces éléments. Et particulièrement adapter la loi en même temps à la vision, voilà, 2050. C'est important. C'est le temps, c'est un président de la République qui a été élu, qui a tracé la voie, comment il voit que le Sénégal devrait se développer. Naturellement, ça devient un contexte qu'il faut tenir compte dans le cadre de cette loi. Non, vous allez faire de la politique. Non, on ne sait pas la politique et tracer une vision du pays. Politique, c'est un homme qui agit sur un parti politique qui cherche à avoir un pouvoir. Je parle, un président de la République est toujours élu pour tracer la voie.
Réglementairement, c'est ça, c'est lui qui décide effectivement sur l'orientation. C'est sur ça effectivement qu'on discute, qu'on négocie pour essayer de voir effectivement en quoi cette loi appliquera en même temps cette vision. Ça, c'est important. C'est normal. D'accord. Et qu'est-ce qui vous garantit que la loi révisée sera appliquée quand la loi précédente ne l'a pas été? Bon, en termes de garantie, je ne dis pas qu'on a des garanties, mais on a quand même des bouts d'engagement. Si ça continue, il y a une révision de la loi qui est en train de se passer d'une manière la plus inclusive. Deux, l'État décide de faire le premier conseil d'orientation agro-silvopastorale qui ne s'est pas tenu depuis 2007 jusqu'à nos jours. Si ça s'appliquait, ça donne des signaux importants pour dire qu'on est dans le sens effectivement de l'application de la loi. Mais le CNCR se réservera toujours à donner des avis en fonction des faits. C'est en fonction des faits qu'on pourra donner des avis. Mais à l'heure où je vous parle, nous sommes quand même dans... Notre avis, c'est que ce qui est en train d'être fait fait partie des priorités de l'État. D'accord. Le Conseil supérieur, c'est avec d'orientation, c'est avec le chef de l'État qui ne vous a pas encore reçu, le nouveau président. Est-ce que, à titre personnel, vous ne l'avez pas encore vu? Non. Donc, est-ce qu'on ne vous regarderait pas de haut? Est-ce qu'on ne vous méprise pas? Bon, je ne sais pas. Il y a deux possibilités de voir le président. Parce que, je vais poursuivre, le chef de l'État a déjà reçu, a déjà consulté des patrons, le patronat, des leaders syndicaux, tout ça, c'était pour voir un peu la stabilité et le coût de la vie. Vous qui nourrissez le Sénégal, on vous a royalement ignoré. Hein? Bon, je répondrai à cette question en disant que, oui, affirmativement, le président de la... Vous n'êtes pas fâché? Il ne nous a pas encore reçus. Le président de la République reçoit sur son initiative ou sur ta demande. Voilà. Nous, on est dans le processus de la révision de la loi. On n'allait pas dire non s'il dit aujourd'hui je vais vous recevoir. Vous n'avez pas demandé à le voir? Si, on a demandé. Il n'y a pas un président de la République qu'on ne demande pas. Quand tu es élu, l'habitude du CNCR, c'est qu'on écrit pour féliciter, on envoie des demandes d'audience. Mais on est dans un processus où on a espéré, effectivement, ça va aider très rapidement à le rencontrer. Voilà. Mais ça n'enlève à rien que s'il nous avait invités, on sera là et on viendra lui parler. Voilà. C'est normal qu'on reçoive les autres et vous, qu'on ne vous... En réalité, ce n'est pas normal pour moi. Ça n'arrête pas, mais ils l'ont fait comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres raisons. Je ne sais pas si ces gens-là ont demandé. Je ne sais pas s'ils ont un problème particulier. Mais moi, je serais plus à l'aise, effectivement, quand le président est élu, ça fait bientôt une année qu'il nous reçoit, oui, particulièrement. Et sur son propre initiative, d'ailleurs. Au-delà même du symbolique, c'est important parce qu'on est un segment important des activités primaires quand même agro-silvopastorales de ce pays. Vous devriez être les premiers à être reçus. Premier ou je ne sais pas. Bon, tu sais, je ne sais pas, premier ou deuxième ou non, mais je sais qu'on est un acteur important et dans ma petite compréhension de la vision que le chef de l'État a tracée pour ce pays en termes de souveraineté, on est un acteur capital. Est-ce que les agriculteurs sénégalais aujourd'hui sont des citoyens heureux? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'ils gagnent bien leur vie? Est-ce qu'ils sont choyés? Est-ce qu'ils sont reconnus? Est-ce qu'ils sont aimés? Tu sais, d'une manière générale, au niveau mondial, c'est un problème qui se pose à cette profession. Dire est-ce qu'ils sont heureux, je ne peux pas dire non. Dire oui à ça. Je sais qu'ils traversent des difficultés. En termes, sociologiquement, être agriculteur chez nous, c'est celui qui ne sait rien faire. Ça déjà, ça dépasse un problème d'un ministre ou d'un président de la République. Ça, c'est un premier combat. C'est des blessures importantes. Donc, il se peut que ça se reflète sur tout celui qui décide de considérer que celui-là, il n'y a pas de problème. C'est moi qui dois régler son problème. Parce qu'il ne pourra pas régler son propre problème. Ça, on le vit. Deuxièmement, nos activités, jusqu'à présent, effectivement, peinent quand même à créer des revenus. Pour cette raison, parce que nous essayons de produire, on a des questions de difficultés de production, mais au-delà de ça, ce qui est produit se commercialise difficilement. Là où l'heure vous parle,
il y a toute forme de légumes dans les Niayes, toute forme de légumes. C'est donné à qui? Aux vaches, aux chèvres, aux moutons, parce qu'on ne peut plus vendre. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de preneur. Pourquoi il n'y a pas de preneur? Mais parce que le marché est ouvert. C'est des régulations qu'il faut faire, taper fort sur ces régulations pour permettre aux producteurs sénégalais, s'ils produisent, de vendre. Tu veux acheter tout de suite un sac de choux, va tout de suite dans les Niayes, hein? Tu l'achètes. Aujourd'hui, là où je vous parle. D'accord. Et sur la campagne de commercialisation de l'arachide, comment se passe-t-elle? Bon, la première chose qu'on a, nous, notre constat, et selon nos membres, c'est qu'il n'y a pas d'arachide. Il y a une mauvaise production d'arachide. Il n'y a pas, voilà, on n'aurait pas de production de record sur l'arachide, fondamentalement. Il y a eu des difficultés de payer, les opérateurs payés au départ, qui ont été résorbés à la dernière minute. Je crois que ça a beaucoup joué sur la campagne. Mais d'une manière générale, ce que nous retenons dans la campagne agricole cette année, que la commercialisation de l'arachide ne va pas bien se passer. D'accord. Et il y a quelques gens qui s'amusent même à prédire une sorte de famine qui pourrait s'installer, ce qui est un gros mot, la famine. On n'en est pas là, non? Par contre, je ne pense pas à la famine parce que il n'y a pas eu une bonne production d'arachide, mais il y a une bonne production, selon nos membres, de céréales sèches. Le souna, le maïs, le diabé, les autres, voilà, c'est des choses qui existent, qui devraient aider à... C'est ça qui fait effectivement nourrir les gens. Je pense qu'on n'arriverait pas quand même à ce phénomène de famine. Mais les déficits qui ont existé, on pourrait arriver même à des poches. Mais les déficits qui ont existé toujours vont toujours continuer à exister. Bon, il faut juguler avec. Il peut y avoir des poches de famille. Ah oui, naturellement. Bon, famille, il peut y avoir des poches. Il y aura toujours des poches. Ça veut dire quoi, des poches? Bon, c'est des poches où il peut y avoir des déficits, peut-être alimentaires. Il peut y avoir. Je ne sais pas encore les derniers chiffres selon nos membres, mais on peut prévoir. Mais d'une manière générale, si on voit la campagne, il y a eu de bonnes productions quand même sur les céréales. Il y en a eu beaucoup. Très bien. Ouais. Donc, dans l'ensemble, les agriculteurs sénégalais ne sont pas heureux. Voilà, ça, on le... Mais qui sont les... Est-ce que vous avez idée de qui sont les plus grands fermiers ici au Sénégal? Non, je connais que ça... Les plus grands fermiers du Sénégal, je ne peux pas les citer. Je connais quelques exemples, je ne vais pas donner des noms. Mais je ne peux pas te dire, en termes de proportion, c'est celui-là qui est le premier, celui-là qui est le deuxième. Non, je ne connais pas. Mais il y en a beaucoup. Beaucoup, je dirais relativement pas. Non. Ce qui fait nourrir le Sénégal, c'est l'agriculture familiale sénégalaise. C'est ça la vraie réalité. C'est elle qui nourrit les Sénégalais. Et vous êtes un grand défenseur de cette agriculture. Je ne suis pas un défenseur, je suis un produit de cette qui, mais en réalité, je te dis, allez-y tout de suite au marché. Les légumes que tu vas acheter, l'arachide, la pâte d'arachide que tu vas acheter, l'huile que tu vas acheter, le poisson que tu vas acheter, la viande que tu vas acheter, le poulet que tu vas acheter, tout ça vient de ces exploitations familiales. C'est ça la réalité. D'accord. Et vous dites que vous en êtes issu. Oui. Vous cultivez quoi, vous? Moi, je suis un riziculteur. Ah, dans la vallée. Oui. Je fais, du riz, du maraîchage et mon petit élevage. Je suis un agro-pasteur. Et dans la vallée, quelles sont les difficultés là-bas? Mais c'est les mêmes difficultés. Dans la vallée, il faut qu'on arrive à nourrir le Sénégal du riz. On n'est pas arrivé à être autosuffisant. Il y a eu les assises du riz du Sénégal où il y a quand même une combinaison de décisions. Je pense que si ça s'applique, ça pourrait aider à améliorer les choses. En premier lieu, refondre les choses pour revenir sur les itinéraires techniques, l'application systématique des itinéraires techniques. Je pense que ça a été un élément qui me semble important. Combiner ça avec une augmentation des aménagements et avec une recherche plus active. Je pense qu'effectivement, avec des grands investissements pareils, on peut arriver effectivement à ça. D'accord. Et quelle est la différence, selon vous, entre le riz du Sénégal et le riz importé d'Asie?
Au départ, il y avait... En termes de qualité. Non, en termes de qualité, si je le dis, on va me dire peut-être que c'est parce que c'est ce que tu produis. Notre riz est plus... C'est meilleur pour la santé. Ah oui, naturellement. C'est le riz frais qui t'arrive tout de suite. Voilà, sur ton bol. On a eu des difficultés à un moment donné avec les Sénégalais en termes d'habitudes alimentaires sur la consommation. C'est des choses dépassées maintenant. La question maintenant, c'est de pouvoir beaucoup produire. Et la recherche a beaucoup travaillé, effectivement, sur des variétés et des semences qui ont permis très rapidement, avec l'ingénierie de la transformation, de respecter ce que j'appelle le goût sénégalais, effectivement, du consommateur sénégalais. Et lorsque ça a été fait, les Sénégalais ont pris ce riz. D'accord. Donc, le riz que l'on mange tous les midi, si on n'est pas en ramadan, ce riz importé n'est pas bon pour la santé. Non, je n'ose pas le dire. En même temps, je n'ose pas le dire. Ce que je peux dire, c'est que nous avons assez de terre au Sénégal, nous avons assez de soleil, nous avons de l'eau, qu'on peut produire du riz au Sénégal et faire consommer les Sénégalais le riz du Sénégal. D'accord. On revient aux agriculteurs. Je vous demandais tantôt, est-ce qu'ils sont heureux? Mais la question qui suit, c'est est-ce qu'ils se portent bien sur le plan de leur santé avec l'utilisation à grande échelle des engrais chimiques, des pesticides, etc. Il paraît qu'ils tombent malades régulièrement. Est-ce que vous bon, c'est un nouveau phénomène qui a atterri au Sénégal. Et tu sais, il n'y a pas une différence ce que tu consommes à Dakar et que tu consommes dans mon village. Et ça a donné, je m'excuse du terme, entre guillemets, des façons de bouffer, trop de sel, trop d'huile, trop de sucre, et ça s'est reflété par des formes de maladies. Ça, c'est un premier lieu. La deuxième chose, sur l'utilisation, effectivement, paraît-il, de beaucoup de pesticides, ça a donné des effets. Mais scientifiquement, il faut voir un scientifique qui peut vous démontrer comment ça se passe. Moi, je ne peux que faire des constats. Le constat que j'ai, c'est qu'il y a eu quand même un phénomène de nouvelles maladies, attrait au diabète, attrait à l'hypertension, le problème de poids, la question des jambes. C'est des nouveautés quand même qui circulent en milieu rural particulièrement, qui gagnent le monde rural comme le monde urbain. Je rappelle que nous recevons toujours M. Nagui Roussal, le président du CNCR. Vous êtes agriculteur. Est-ce que vous êtes également éleveur? Oui, je le suis. Je suis un agropasteur. Au Sénégal, on est soit agropasteur, ou bien on est un pasteur agriculteur ou un pasteur. Très rarement que tu trouves un Sénégalais qui est typiquement agriculteur. Très rarement. On peut y arriver. Mais voilà, c'est comme ça que les notions. Pourquoi il y a tout le temps des tensions, des tiraillements entre éleveurs et agriculteurs ici au Sénégal, jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme? Oui, mais c'est lié au métier que les gens exercent. La première chose, le CNCR, tu n'entends pas parler d'agriculteurs, d'éleveurs. Nous parlons des hommes et des femmes qui exercent les métiers agro-silvopastorales et halieutiques. Une exploitation familiale, c'est quoi? C'est celui qui produit du végétal, de l'animal, de la pêcherie, des forestiers et des activités non agricoles. Et dans nos approches de développement, malheureusement, ceux qui ont fait l'école et qui sont des spécialistes n'ont pas tenu ce modèle, n'ont pas ce modèle au devant. C'est le premier biais que nous avons. C'est-à-dire, c'est eux qui ont travaillé très rapidement sur la différenciation entre éleveurs et agriculteurs. Par contre, maintenant, ce qu'on est en train de vivre, c'est des choses très simplement qui sont très fortement liées à la question foncière. C'est-à-dire, nous avons des systèmes d'élevage. On a le pastoralisme qui est en premier lieu, le système qui est le plus défendu et plus élargi au Sénégal. Au-delà du pastoralisme, il y a le semis, il y a tel. Et dans ces choses-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant, il y avait des règles. Tout ce qu'on a comme conflit aujourd'hui, c'est qu'on bafoue les règles. C'est ça. Règles, bon, première règle, quand tu produis, il y a un temps de A à B où tu dois produire. C et D, tu sors de ton champ et l'autre rentre. Là où tu produis, il y a un parcours où le bétail passe. Le bétail a besoin de savoir le point d'eau parce qu'il circule. Donc c'est la redistribution du foncier
qui est à l'origine de toutes ces choses-là. Maintenant, ce sont ces questions-là, c'est sur ça qu'il faut travailler. Vous n'êtes pas tenaillé entre agriculteurs, paysans et éleveurs, ou bien vous êtes entre les deux? Je ne suis pas, je suis entre les deux parce que mon élevage permet à me créer des revenus pour produire dans mon agriculture. Mon agriculture me permet de réacheter mon bétail. Je ne suis pas tenaillé. Voilà. Au contraire, je joue la complémentarité des deux. D'accord. Et ces phénomènes de violence-là, entre ces compatriotes-là, est-ce que ce phénomène-là est appelé à monter crescendo, ou est-ce qu'il y a des solutions? Il devrait y avoir des solutions. En premier lieu, c'est regrettable. C'est regrettable qu'on se prenne à un homme comme toi et jusqu'à qu'il y ait mort d'homme. On sait que quelles que soient ces choses-là, c'est des limites. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. La première chose qu'il faut renforcer, c'est la sensibilisation, l'information entre les acteurs. Et ça, le rôle du CNCR, c'est d'apporter sa contribution et on est en train de le faire. Pour qu'on soit dans une famille apaisée. Parce qu'en premier lieu, celui qui perd au dernier moment, c'est les membres du CNCR. C'est eux qui cultivent, c'est eux qui élèvent. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est d'aider que l'État aide effectivement à faire appliquer les lois et règlements sur ce plan, sur l'espace rural. Et voilà, à organiser en lien avec les collectivités locales. Il y a tout un processus qu'il faut arriver à faire effectivement pour qu'il y ait apaisement de ces tensions. Et là, les organisations d'éleveurs, d'agriculteurs jouent leur rôle beaucoup dans ça. D'accord. Est-ce que vous avez aujourd'hui idée du nombre de personnes qui ont perdu la vie à l'issue de ces tensions entre agriculteurs et éleveurs ces dernières années? Non, je ne sais pas le nombre, honnêtement, mais même si c'est une personne, c'est regrettable. Une personne pour les 10 ans qui meurt de ça, c'est regrettable et c'est beaucoup pour moi. D'accord. Il y a également le phénomène du vol de bétail qu'on a essayé de combattre avec des peines coercitives, etc. On a criminalisé d'ailleurs. Moi, la question qui me taraude un peu, quand on parle de vol, c'est qu'il y a un voleur ou des voleurs. Est-ce que vous avez pu identifier les voleurs de bétail? Bon, si on avait identifié les voleurs, ça veut dire que le phénomène n'existerait plus. C'est plus simple à régler. Ce qui a difficulté, c'est de pouvoir identifier les vrais voleurs. Mais ce qu'il y a à dire dans ce phénomène, qu'il y a des méthodes. Je pense que ce qui a manqué, c'est des concertations. Je vais donner des choses très simples. Dans un village, à quel moment on permet d'abattre? Quelle période, quelle heure? Mais on peut se dire tout de suite qu'on ne peut pas abattre dans un village de 18h à demain à 6h du matin. Si tu veux abattre, tu commences à abattre à partir de 17h. On peut certifier par un collectif ou bien par le chef du village, celui qui veut abattre. On a son identification, il a abu tel, il a tel. C'est des petites choses qu'on n'a pas utilisées et qui peuvent très rapidement aider effectivement à juguler ce problème de phénomène de vol de bétail. D'accord. Et quels sont actuellement les grands chiffres ou les chiffres clés de l'élevage au Sénégal? Bon, j'ai certains chiffres, par exemple, de dernier recensement du Septel de l'élevage. Les bovins, ça se situe aux alentours de 4 522 768. Les ovins, 9 800 000. Caprins, 5 millions. Équins, 655 000. Asins, 946 000. Les camélins, 1182. Les porcins, 1 million 100 et quelques. La volaille, 11 300 et quelques. Voilà. Ce sont des chiffres du développement national de l'élevage. Ça veut dire quoi, ces chiffres? C'est des chiffres que le ministère de l'élevage a fait en faisant une enquête sur les statistiques, effectivement. Non, en fait, ces chiffres-là, ça veut dire qu'il y a assez de têtes... Non, ça veut dire qu'effectivement qu'on est riche. Ça veut dire que si ça s'est potentiellement amélioré sur le phénomène de bétail, en liant la question de la nutrition, de la nourriture, de l'aliment de bétail à leur santé et autres choses, créer l'autosuffisance ou la souveraineté alimentaire au Sénégal sur le patin élevage, ça va aller très rapidement. Ouais, est-ce que ces chiffres-là ne risquent pas de descendre avec... Est-ce qu'il n'y a pas trop d'abattage
au Sénégal? Ou je ne saurais pas répondre à la question, je ne sais pas, je sais qu'on on est de grands consommateurs de la viande, voilà. Mais en termes de proportion, il faut savoir, par exemple, il faut avoir des moyens pour savoir est-ce qu'on est en excès ou bien on n'est pas en excès. Ça, quand même, c'est une question qu'on devrait voir avec les services de l'élevage. D'accord, et on a suivi dernièrement dans l'actualité le roi du Maroc qui dit qu'il n'y aura pas de tabaski là-bas parce qu'il y a, cette année 2025, parce qu'il y a la sécheresse. Cette chose-là, ou cette décision-là, là-bas c'est un royaume, ici c'est une démocratie, les gens sont assez libres. Cette chose-là est inimaginable ici au Sénégal. Dire aux gens, ne fêtez pas la tabaski. Bon, moi je pense, oui, ça va être difficile quand même culturellement au Sénégal. Et c'est pas bon pour les éleveurs au Maroc, ce n'est pas la première fois, paraît-il, son père l'avait fait, il l'a refait, ils ont quand même sur une base. Mais en discutant quand même avec des marabouts, des gens qui ont le savoir sur le plan de la religion, ils m'ont montré qu'effectivement, sur le plan de la charia, ça peut se faire. Moi, c'est ça que j'étais en train de vérifier. Mais au Sénégal, culturellement, religieusement, je ne pense pas que si on peut arriver à des décisions pareilles. Et d'ailleurs, ce seraient les éleveurs qui seraient les premiers je ne souhaite le pas. À s'élever parce que sur le plan économique... Je ne le souhaiterais pas. Oui, c'est ça. Donc, il y a également les pêcheurs dans vos rangs, au CNCR, ce qu'on appelle les agro-sylvopasteurs, etc. C'est la pêche continentale et la pêche en mer, non? Bon, c'est-à-dire, je reviendrai, le CNCR est composé de 32 organisations, dont il y a 10 organisations d'éleveurs, 3 de la pêche, une organisation de forêt, et les autres font une douzaine qui font l'agriculture végétale, et des organisations que j'appelle qui sont dans la transversale, la question de la femme et autre chose. Globalement, sur la pêche, on est sur le maritime et sur le continental. D'accord. Et là, la question, elle est simple. Pourquoi les Sénégalais ne voient plus ou n'ont plus accès au tchof? Bon, il y a eu, selon nos fédérations, il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. En premier lieu, ils avaient posé quand même le débat sur l'accord de pêche qui n'aidait pas à avoir le capital important de ce poisson. Ces accords, paraît-il, ont été révisés et suspendus. Je n'ai pas encore vérifié est-ce que ça a eu des effets ou non par rapport au retour du tchof, comme vous le dites. Mais l'autre élément qu'il pose en même temps, il y a en termes d'équipement qu'il faut. Il y a la surpêche également, monsieur Sall. Oui, la surpêche, c'est ça qui était lié à l'accord, je crois. C'est lié à ça, fondamentalement. Donc les Sénégalais... c'est pas demain la veille qu'ils vont avoir encore accès aux poissons nobles, parce que je dirais c'est une question à vérifier. Je t'encourageais fortement d'inviter à cette émission spécifiquement sur la question les pêcheurs. La vice-présidente du CNCR qu'on est chargée de la pêche est très capable de venir dans cette émission et de vous dire d'une manière pointue sur la problématique de la pêche au Sénégal. Très bien. Les pêcheurs également sont touchés par le phénomène de l'immigration clandestine. Oui, paraît-il, oui. Paraît-il, c'est ça votre réponse? Bon, c'est pas une réponse paraît-il, c'est normal. C'est ça, le phénomène de ce voyage effectivement clandestin, ça a beaucoup affecté les zones de pêche, particulièrement. C'est lié parce que les gens n'arrivaient plus à produire de poids et ils n'avaient plus d'emploi. Et comme ils ont la facilité, comme ils avaient la facilité de connaître la mer, ils ont été les premiers à payer. Et à partir, à vouloir partir et à payer effectivement les conséquences que nous sommes en train de vivre. D'accord, l'immigration, il y a une autre forme d'immigration, l'immigration circulaire. Oui. Ces jeunes qui sont envoyés par exemple dans les vergers, dans les plantations en Espagne, et puis après ils sont rémunérés. Ça veut dire quoi que ça veut dire qu'on n'est pas encore capable de bien produire et à se produire et de créer des emplois dans nos activités agro-sylvopastorales du Sénégal, et c'est sur ça qu'il faut s'atteler. Combien d'emplois créent de façon globale l'agriculture ici au Sénégal, notamment chez les jeunes? Bon, je n'ai pas les chiffres. Parce que
l'emploi, c'est quelque chose de très sérieux. Sur quelle base on va te dire que tu as un emploi? Ce que je sais qu'il n'y a pas une exploitation familiale où il n'y a pas un jeune qui est inséré pour créer des revenus. Est-ce qu'on peut se lever un beau jour et se dire on va se reconvertir en agriculteur? Oui, il y en a. Il y en a beaucoup d'ailleurs maintenant. On n'a pas besoin de formation. Non. Ça, c'est la volonté. La volonté de vouloir de se reconvertir. Par contre, l'accompagnement de cette volonté, ça passera naturellement par des formations, par la connaissance. Sinon, tu rates, tu ne vas pas y aller. Le métier de l'agriculture est un métier très sérieux. D'accord. Il y a également dans vos rangs les forestiers, etc. Le Sénégal, il y a beaucoup de phénomènes de déboisement. Et les forestiers ils jouent en fait, jouent un grand rôle dans ce déboisement. Hein. Les forestiers, ils coupent beaucoup d'arbres. Oui, la fédération membre du CNCR... Donc, vous n'êtes pas des écologiques ou des écologistes? Si. La fédération membre du CNCR, elle fait quoi? Elle fait la commercialisation du bois. Elle reboise. C'est la première d'ailleurs qui a initié le reboisement au Sénégal. Elle a des contrats partout dans les communes où elle essaye de remplacer les espèces. Ils en ont même intérêt pour rendre durable leur métier. Ils plantent combien d'arbres par an? Je n'ai pas les chiffres ici, honnêtement. Mais ces chiffres, vous devez les avoir, monsieur. Oui, je devrais. Je regrette, je m'excuse, mais je ne l'ai pas. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est la dernière ligne droite de l'émission. Il y a la version ou le côté politique. Et donc il y a un nouveau régime qui ne vous a pas encore reçu. On attend le Conseil supérieur où vous allez dialoguer avec le chef de l'État. Est-ce que vous pensez que vos amis de PASTEF, ils aiment les agriculteurs? Je ne parle pas du point de vue de la politique. Je suis une organisation apolitique, donc je ne donne pas l'appréciation sur les partis politiques. Mais par contre, ce que nous sommes en train de discuter avec les ministres qui sont nos tutelles, nous préserve quand même une garantie qu'effectivement, et en relisant en même temps ce qui est sorti dans ce qu'on a appelé la vision 2050, nous savons qu'effectivement, ils ont la volonté de vouloir concentrer beaucoup d'investissements sur les métiers primaires, c'est-à-dire l'agriculture primaire, élevage, agriculture, élevage, fondamentalement pour booster le pays et créer des emplois. On pense que, mais tout ça, comme je te l'avais dit dès le début de l'émission, nous jugerons des choses sur les faits. Ah ouais, vous jugerez sur pièce. Ouais. Dans l'actualité également, on a vu des structures publiques qui procèdent à des, bon, on appelle ça licenciement, mais c'est des plans sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que... Tout licenciement est douloureux pour moi, parce qu'un emploi, c'est quelque chose de sacré, mais quelles sont les raisons de ces questions? Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que je ne le maîtrise pas. Mais moi, ce que je sais, ce qui est derrière tout ça, c'est la rareté de l'emploi au Sénégal. Et que la création de l'emploi au Sénégal ne passera que par la transformation des activités agro-silvopastorales. C'est là où on devrait mettre beaucoup d'argent, et beaucoup d'argent pour qu'on puisse créer une nourriture suffisante et des emplois suffisants pour le Sénégal. C'est une erreur ou pas que de licencier des compatriotes sénégalais? Je n'ose pas apprécier sur la question parce que je ne sais pas les tenants et les aboutissants. Je l'entends comme ça dans la presse. Dans telle entreprise, tel a été apprécié. Je lis cet article, je lis l'autre article qui dit non, c'est qu'ils n'étaient pas mal, ils étaient mal recrutés. Je ne sais pas. Je ne veux pas apprécier sur ça. Mais ça, par contre, ce que mon constat, c'est que la question fondamentale, c'est que tout licenciement est douloureux. Et deuxièmement, la problématique, c'est la question de l'emploi au Sénégal. Et elle ne se résorberait que par la transformation de notre agriculture. Est-ce que vous croyez dans recrutement politique? Les gens disent recrutement politique. Est-ce que vous croyez à ça? Non, je considère que le recrutement doit se passer par des règles simples, effectivement, pour tout recrutement, hein, quel que soit qui, en fonction de ton background et du profil de ce qu'on cherche, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, tous les recrutements, à mon sens, sont politiques. Parce que quelque part, à quelque niveau, on a été aidé par quelqu'un pour accéder à un poste. On peut même arriver à des choses, on peut arriver même à des choses simples, hein, des méthodes, des façons de faire qui permettent de recruter les gens sans que tu sois pistonné ou non. Voilà, en déclarant les postes, en laissant la compétition libre, en tenant compte des profils des gens. Voilà. D'accord. Le régime de PASTEF va bientôt faire 1 an au pouvoir. On est bientôt le 24 mars. C'était la date de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il vous fait rêver?
Est-ce qu'ils vous impressionnent? Est-ce qu'ils font bien les choses? Bon, dans l'année, ce que j'ai retenu dans l'année, c'est qu'il y a eu deux éléments essentiels quand même du nouveau régime. C'est de vouloir dire, essayons de revoir, faire le diagnostic de tout, et sur la base de ce diagnostic, concertons-nous nous tous pour qu'on y arrive pour développer notre pays. On est à ce niveau. C'est la seule réponse. Oui, pour le moment, on est à ce niveau. Je m'attends, après ces diagnostics et les éléments qui sortent de ces diagnostics, qu'on aille plus vite, effectivement, très rapidement, dans d'autres choses qui aideraient à ce pays, quoi. Peut-être probablement, si j'ai la chance de revenir dans ton émission dans 2 ans et autre chose, je donnerai une affirmation plus positive. Ah non, là c'est un peu tôt, quoi. Oui, je pense. Oui, c'est vrai, d'accord. Très bien. Il y a également des députés à qui on enlève ou on note l'immunité parlementaire. Est-ce que vous avez un avis sur ça? Non, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis. Bon, je crois que la législation sénégalaise a prévu des choses. Voilà. Le reste, ça reste dans le domaine du commentaire. Moi, ce que je voudrais seulement qu'on continue à défendre et donner, c'est d'avoir une justice très forte et très équitable, effectivement, qui agit pour les citoyens de ce pays. D'accord. Il y a un de vos parents, en l'occurrence Farba Ngom, à qui on a d'abord enlevé l'immunité et puis également on lui a décerné un mandat de dépôt. Donc son sort vous laisse de glace ou de marbre? Je ne préfère pas répondre sur des questions de personnes. Je reste sur les principes parce que je suis là au nom d'une entité qui est apolitique systématiquement. Et si je donne un commentaire, ça deviendrait un commentaire personnel. Je ne le préfère pas dans cette émission. Est-ce que le CNCR, à la fin, n'est pas une organisation indifférente? Elle est indifférente de rien sur tout ce qui peut apporter la contribution de la vie de ses membres et particulièrement sur la transformation de l'agriculture du Sénégal. Elle n'a jamais été indifférente et elle ne le sera jamais. D'accord. Et vous, en tant que tel, vous êtes un agriculteur intellectuel parce que c'est rare qu'on... Intellectuel, c'est trop dire. Moi, je ne sais pas ce que vous mettez. Si c'est des études, je ne suis pas allé très loin. Je me suis arrêté à l'enseignement secondaire. J'ai exercé mes métiers, j'ai fait quand même le monde. Ma profession m'a permis effectivement à connaître autant de choses, effectivement, qui me semblent être importantes, qui devient un savoir que j'utilise. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, le niveau de langue est bien pour... etc. On vous félicite et on vous encourage parce que c'est vous qui nourrissez encore une fois le Sénégal. Vous êtes central, en fait vous êtes essentiel. Mais merci, oui, c'est notre fonction. Je souhaiterais effectivement qu'on puisse la remplir avec les préalables que j'ai posés, effectivement, qui sont très simples. Nous reconnaître en même temps en premier lieu en tant qu'acteur, investir beaucoup sur ce secteur, et que nous, qu'on respecte notre engagement de pouvoir nourrir le Sénégal, de créer des revenus et de préserver nos ressources de base. D'accord. Merci beaucoup, M. Sall. Et nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche, en même temps que tous nos auditeurs et téléspectateurs qui ont bien voulu suivre ce jury du dimanche. Merci encore une fois. Merci. Merci et bon dimanche. Merci.